Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Ogoué Éducation. Alors je pense que vous reconnaissez le pays, on est sur la carte du Gabon. En zoomant sur la capitale et ses rues, on voit ici qu'on a la rue du gouverneur Ballet, ici la rue Cornu-Gentil, ici le boulevard Yves Digo, la rue Montbouette ou encore la galerie de Gaulle. Toutes ces rues ont des noms à consonance française, ce n'est pas un hasard, et ce cas de figure ne concerne pas que Libreville. Dans le centre-ville de la capitale économique Port-Gentil, on a par exemple le boulevard du gouverneur Pellieu, l'avenue Savorgnan de Brazza, juste à côté le boulevard du gouverneur Chavannes, ou plus loin l'avenue du général Leclerc et encore une avenue au nom du général de Gaulle. Qui sont ces personnages? À qui ces rues rendent-elles hommage? Sans surprise vu l'origine des noms, ce sont essentiellement des personnages liés à l'esclavage et à la colonisation française au Gabon. Que faut-il en penser? Est-ce bien ou pas? Commençons par poser le contexte de ce à quoi ils sont rattachés en présentant rapidement ce qu'était la colonisation et comment elle était organisée. La colonisation était une conquête militaire, une invasion armée menée par les États colons de l'époque et qui a touché tous les continents, Afrique, Asie, Océanie, les Amériques ou le Pacifique. Parmi les principaux États concernés, on avait le Royaume-Uni, la France, le Royaume de Belgique, l'Italie, l'Allemagne ou encore le Portugal. Ici, dans le cas du Gabon, il s'agit spécifiquement de la France. La colonisation en soi était une continuité de ce qu'était l'esclavage qui a commencé entre la fin du XIVe siècle et le début du XVe siècle. On parle de continuité parce que malgré la fin officielle de l'esclavage, les pratiques n'ont pas changé avec l'entrée dans la période coloniale. Le travail forcé a continué, les tortures, les exécutions, les déportations ont continué. La seule vraie différence est qu'il n'y avait plus de déportation massive de populations entre le continent africain et l'Amérique ou les Caraïbes pour la culture dans les champs. Pour les populations locales, il s'agissait d'une destruction des organisations sociales et politiques préexistantes, entraînant une perte de souveraineté et d'autonomie. Dans les faits, ça se caractérisait par une ségrégation et une inégalité juridique institutionnalisée et légalisée par le droit français, symbolisée par la loi numéro 10-680 du 28 juin 1881 ou Code de l'indigénat qui donnait un statut juridique inférieur aux populations indigènes, autorisait les châtiments, violences physiques et humiliations. Une destruction de tout ce qui constituait la base des sociétés, destruction des structures familiales pour affaiblir l'individu et faciliter l'emprise, destruction des édifices, infrastructures et symboles. Une exploitation humaine et économique qui comprenait les réquisitions de personnes, le travail forcé dans les champs pour l'exploitation agricole, la culture du caoutchouc, du cacao, du coton, l'exploitation forestière ou encore sur les chantiers d'infrastructures ou les chemins de fer. L'une des conséquences directes de ces traitements était la baisse de la population globale dans les colonies. Le taux de mortalité était très élevé en raison des mauvais traitements, des exécutions et aussi parce que de nombreuses personnes s'étaient résolues à quitter le territoire en quête d'une vie plus digne. Par exemple, le bulletin mensuel d'information démographique, économique, sociale de janvier 1981 décrit la période de 1890 à 1820 comme une période de régression démographique au Gabon. Une série de recensements effectués par l'administration coloniale rapporte une baisse de la population du Gabon qui passait de 650 000 habitants à environ 392 000 habitants entre 1908 et 1953. Le tout a permis de mettre en place un régime de terreur qui servait à éteindre toute volonté d'affirmation et d'autodétermination des peuples dominés afin que leur existence ne serve qu'à l'enrichissement et au rayonnement des colonisateurs. Toutes ces actions étaient organisées, structurée et la colonisation reposait sur plusieurs groupes. On avait l'armée qui menait les conquêtes de territoire et s'occupait de réprimer les populations déjà installées. Dans l'armée, on avait plusieurs grades d'officiers supérieurs, des généraux, des commandants ou capitaines qui étaient réservés aux Français. C'était aussi le cas pour les sous-officiers et les hommes de rang. Les postes au bas de l'échelle étaient réservés aux Africains. On y retrouvait les tirailleurs, connus pour être les soldats envoyés en première ligne sur les champs de bataille durant les conflits menés par la France. On avait aussi les capitas, des sortes de contremaîtres et exécutants qui permettaient de transmettre les ordres et les messages des colons aux locaux car ils parlaient la langue locale. Ils étaient également chargés d'administrer les services physiques aux locaux pour le compte de leurs maîtres. On avait aussi l'administration coloniale, dirigée selon les périodes et les réformes par un commissaire général, un gouverneur général ou un haut commissaire, qui s'occupait de la gestion et de l'organisation des territoires pour le compte du pouvoir central à Paris. Dans cette administration, suivant les périodes, on pouvait retrouver de haut en bas un gouverneur général,
un lieutenant-gouverneur, un secrétaire général, un administrateur de cercle ou un chef de subdivision. Tout en bas de l'échelle, on retrouvait des chefs de canton qui étaient des locaux et en complément de l'administration, on retrouvait également des missionnaires chrétiens qui se chargeaient d'endormir les populations et de les conquérir moralement. En plus des deux groupes précédents, on avait aussi un groupe d'acteurs économiques composé notamment de banques et d'entreprises chargées d'extraire un maximum de richesses. Des entreprises comme la Société du Haut-Ogooué ou la compagnie forestière Sanga ou Bangui étaient actives dans le bois et l'exploitation forestière. La compagnie minière du Congo français était spécialisée dans l'exploitation de l'or ou divers métaux. Des entreprises directement responsables de milliers de décès dus aux conditions de travail. Et pour gérer les questions de financement, des banques comme la Société Générale, le Crédit Lyonnais, la Banque française d'Afrique équatoriale étaient également présentes. Maintenant, revenons à la carte de Libreville et aux rues qu'on a identifiées précédemment. La rue du gouverneur Ballet est une référence à Noël Eugène Ballet, officier de la marine française qui a servi dans l'administration coloniale en étant notamment lieutenant-gouverneur du Gabon, puis gouverneur du Sénégal. Il a également représenté la France lors de la conférence de Berlin de 1885 qui a acté le découpage et le partage de l'Afrique au profit des colonisateurs de l'époque, donc Allemagne, France, Royaume-Uni, etc. La rue Cornu-Gentil est une référence à Bernard Cornu-Gentil, ministre de la France et des Outre-mer entre 1958 et 1959. Il pilote et administre les colonies françaises durant cette période au nom de son gouvernement. Le boulevard Yves Digaud fait référence à Yves Digaud, général des forces armées françaises. Il occupe les fonctions de gouverneur du Gabon entre 1952 et 1958. La rue Montbouette fait référence à Édouard Boué-Wilomez, commandant de division navale pour l'armée française. Il mène différents conflits armés contre les populations locales au Gabon, au Sénégal ou dans le Dahomey et contribue au développement de la colonisation française. On retrouve également son nom donné au marché de Montbouette, sans doute le marché le plus connu du Gabon. La galerie de Gaulle fait référence au général Charles de Gaulle. Il dirige la France à 2 reprises entre 1940 et 1969. Il réprime violemment la montée des mouvements indépendantistes après la Deuxième Guerre mondiale dans les territoires africains. Des répressions qui vont déboucher sur des guerres comme c'est le cas du Cameroun entre la fin des années 60 et le début des années 70 avec un bilan humain estimé à plusieurs centaines de milliers de morts. Il impose également un contrôle français sur la manière dont se sont faites les indépendances des colonies françaises, symbolisées par les accords coloniaux signés durant les années 60. À Port-Gentil, le boulevard du gouverneur Pellieux est une référence à Pierre Pellieux, qui était gouverneur du Gabon entre 1949 et 1952, puis gouverneur de Côte d'Ivoire à partir de 1952. L'avenue Savorgnan de Brazza est une référence à Pierre Savorgnan de Brazza, très connu et présent dans les cours d'histoire. Il est souvent présenté comme étant un explorateur, et c'est l'occasion d'expliquer ce qu'était un explorateur et son rôle dans la colonisation. Donc, les explorateurs, c'est le nom qui leur a été donné par l'administration coloniale française, sont pour l'essentiel des officiers de l'armée française qui étaient en première ligne dans la conquête de territoires pour la colonie. Ils étaient chargés de cartographier les territoires pour identifier les points stratégiques, routes, fleuves, ports, ressources naturelles et de préparer l'expansion de la colonie en soumettant les chefs locaux à l'autorité française, peu importe la manière. Le tout dans le cadre d'une compétition menée entre États coloniaux européens à qui sera le premier à conquérir la plus grande part du territoire africain. Et donc, pour revenir à Pierre Savorgnan de Brazza, il était un officier de la marine française, devenu lieutenant en 1983. Il a mené plusieurs conquêtes en Afrique centrale durant sa carrière et a permis à la France de s'approprier le territoire nommé par la suite Congo français, au détriment du royaume de Belgique qui a pour sa part colonisé le Congo belge, actuelle République démocratique du Congo. Le boulevard du gouverneur de Chavannes est une référence à Charles de Chavannes, officier puis administrateur colonial devenu lieutenant-gouverneur du Gabon en 1889. L'avenue du général Leclerc est une référence à Philippe Leclerc de Haute-Cloque. Général puis maréchal, il a mené la bataille de Libreville qui avait pour objectif de rallier le territoire gabonais au camp du général de Gaulle dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, dans un conflit qui l'opposait au maréchal Pétain. Et donc, l'avenue du général de Gaulle est une référence à Charles de Gaulle qu'on a déjà présenté précédemment. On va s'arrêter là pour les noms des rues car la liste est encore longue.
En soi, le problème des noms des rues qui rendent hommage aux colons aurait déjà pu être réglé dans les 2 villes les plus peuplées du Gabon. À Port-Gentil, un projet d'adressage des rues a tranché sur les noms en 2012. La même année, le projet est lancé par la mairie de Libreville sans aboutir, puis relancé en 2015 et encore en 2021. Au-delà des noms des rues, on a également des monuments. À Franceville, commune nommée en l'honneur du pays colonisateur par Savorgnan de Brazza en 1880, on peut retrouver 2 statues érigées à la mémoire de ce même Savorgnan de Brazza. On a des villes comme Port-Gentil, nommées en référence à l'officier et administrateur colonial Émile Gentil. Lastourville, nommée en référence à François Rigaille de Lastour, lui aussi administrateur colonial. À Libreville, la base militaire dans laquelle loge l'armée française est nommée en hommage à Charles de Gaulle. On a également des hommages aux soldats français tombés pour la France, comme c'est le cas du commandant Guy Pidou, qui a une stèle posée non loin de l'aéroport de Libreville. Très récemment, quelques jours avant la publication de cette vidéo, le 22 novembre 2025, un mur qu'on peut considérer comme un monument a été inauguré à Libreville. Une initiative conjointe des autorités françaises et gabonaises. Le monument s'appelle le Mur des Souvenirs. Il rend hommage à la bataille du pont de Guégué qui a eu lieu en 1940. 2 camps français qui se disputaient le contrôle de Libreville, donc du Gabon, et ainsi pouvoir disposer des avantages qu'offrait la colonie, soldats, ressources agricoles, ressources naturelles, des ressources utiles, voire nécessaires au combat de la France durant la Deuxième Guerre mondiale. Cet événement a été présenté durant l'inauguration comme étant la bataille pour la libération de Libreville, sauf que dans les faits, il n'en est rien car après la bataille et la victoire des hommes du général de Gaulle, le Gabon est resté une colonie, donc aucune liberté. La seule différence est que le pouvoir est passé des mains des hommes du maréchal Pétain à celles des hommes du général de Gaulle. Quel motif de fierté un Gabonais peut en tirer de cet événement? Je ne sais pas. Existe-t-il un problème de mémoire au Gabon? Oui, sans doute. Doit-on conserver les hommages à ces personnages? Non. En principe, lorsqu'on commémore et qu'on rend hommage en nommant des rues, des places ou des bâtiments, on témoigne un respect, une sympathie, une reconnaissance à un homme, à une femme ou à un groupe d'individus ayant fait preuve de dévouement pour la nation ou dont les actes ont été au bénéfice de la population. Dans le cas du Gabon, on applique une logique inverse. Chaque élément qui est nommé en l'honneur d'un colon rend hommage à un groupe d'individus qui a pratiqué l'esclavage au Gabon du 15e siècle jusqu'aux années 1940 et 50, qui ont déporté, tué, détruit le mode de vie des peuples locaux. Et on ne peut pas l'expliquer que par un manque d'information, car ce système de domination, d'oppression et d'exploitation systématique est largement documenté. Les ressources ne manquent pas. Ces événements sont racontés dans les carnets de voyage de André Gide, compilés dans le livre Voyage au Congo publié en 1927, dans le livre Terre d'ébène publié en 1929 par le journaliste Albert Londres, dans les rapports de Savorgnan de Brazza, dans les discours de Victor Hugo ou même dans des publications récentes. Cette période est documentée et compréhensible à plein d'endroits, mais pas dans notre système éducatif, là où il serait très utile pour se protéger et ne pas reproduire les erreurs du passé. C'est un non-sens qui peut s'expliquer par un manque de conscience historique, une méconnaissance globale de l'histoire du pays. Si ces noms de rues sont tolérés, c'est certainement parce qu'on ne sait pas qui sont ces personnes, on ne sait pas ce qui lie leur nom à l'histoire du Gabon et on n'a aucune idée des actes qu'ils ont posés à l'encontre de nos ancêtres. Ce problème est aussi très bien représenté dans notre système éducatif censé former la jeunesse. On peut l'illustrer par des disciplines comme l'histoire. Le premier problème avec l'histoire est qu'il n'y a pas eu de réforme des contenus depuis les décolonisations de 1960. L'enseignement se fait suivant un modèle qui a été pensé pour des individus colonisés. Le problème suivant est que les manuels scolaires et les programmes contiennent de nombreuses falsifications et fausses informations qui jouent sur la perception qu'on a de notre histoire et qu'on va avoir de ce qu'a subi le Gabon depuis la période de l'esclavage. C'est un sujet qu'on a déjà traité dans une vidéo que je vous conseille de regarder. Le lien sera en description. Pour ceux qui peuvent, je vous conseille aussi cet ouvrage intitulé « La falsification de l'histoire dans le manuel scolaire » écrit par Yossi Traoré Adama sur le cas de la Côte d'Ivoire, mais dont certains exemples cités s'appliquent très bien au Gabon. En littérature, art vivant et en français,
Les références sont très souvent des personnes ayant inspiré ou participé à l'esclavage et à la colonisation. Par exemple, on a le cas de Victor Hugo qui déclarait que l'Afrique n'a pas d'histoire et n'avait d'avenir que dans la colonisation. Dans son discours sur l'Afrique de 1879, il invite la France à s'emparer de l'Afrique pour en tirer un bénéfice commercial et industriel. On a d'ailleurs le lycée Victor Hugo de Port-Gentil qui est nommé en son honneur. On a aussi l'exemple de Voltaire, homme de lettres et de philosophie né en 1694, dont les œuvres Candide ou Lettres philosophiques sont très étudiées au Gabon. Il a fait fortune dans le commerce des esclaves en ayant des participations dans la Compagnie des Indes, dont l'une des activités était l'achat d'esclaves en Afrique, le transport et la vente en Amérique. Il a également investi sur des expéditions de négriers durant cette même période. On a aussi des philosophes comme Montesquieu, Emmanuel Kant, Diderot ou Michel Montaigne qui ont pour certains théorisé une infériorité de la race noire et pour d'autres justifié et soutenu la colonisation sur le prétexte de la civilisation. Ces cas ne sont que des exemples, mais la logique s'applique à l'ensemble de notre système éducatif, en économie, en philosophie, en sciences naturelles ou même en mathématiques. On enseigne comme ça, année après année, de l'école primaire à l'université. Difficile dans ce contexte de forger des individus ayant une conscience historique leur permettant de ne pas reproduire les erreurs du passé. Si on souhaite nommer des places, des rues, ériger des monuments, il existe de nombreuses possibilités qui vont dans le sens d'un hommage au peuple du Gabon, à des personnages marquants de notre histoire, ou dans un sens d'élévation morale et intellectuelle pour la jeunesse gabonaise. Qu'il s'agisse de militants comme Martin Oulabou, d'acteurs du domaine de la culture comme Pierre Akendengue, du domaine des sciences comme Grégoire Biogo, des résistants ou personnalités politiques comme Mwongo, Nyanda Makita, qu'ils soient du Gabon ou d'ailleurs, des possibilités existent sans qu'elles ne soient en contradiction avec ce qui peut faire la fierté d'un Gabonais. On arrive donc au terme de cette vidéo en espérant qu'elle vous ait été utile ou qu'elle vous ait plu. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez laisser votre avis en commentaire. Pour ma part, je vous invite à consulter les liens qui sont disponibles en description. Ça peut vous intéresser. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.